Dans cette vidéo, on va parler de tests d'intrusion d'un serveur Jenkins et tu vas apprendre principalement deux concepts. Le premier, c'est comment faire du OSINT, Open Source Intelligence, pour récolter les crédentiels et trouver les crédentiels d'un utilisateur Jenkins. Deuxième concept, c'est comment exécuter une attaque RCE, Remote Code Execution, une attaque qui te permet de contrôler à distance le serveur. Et tout cela avec la machine d'aujourd'hui qui s'appelle Pennyworth, toujours sur Hack the Box. Et pour faire cela, on va tout d'abord sauter sur notre machine Kali Linux comme d'habitude. Et j'ai déjà lancé la machine. Je me suis connecté au réseau VPN. J'ai une adresse IP. Et maintenant, on peut faire un test de ping rapide pour voir si la machine est fonctionnelle. Parfait, ça marche. Je fais un sudo su parce que j'aime utiliser les super pouvoirs. OK. Et maintenant, on peut faire un CD vers Music. Je travaille toujours depuis Music, OK. Et voilà. On a quelques questions théoriques et pratiques à répondre. Et ça, c'est en fait l'avant-dernière machine du tier 1. Et avec cela, on va finir toute la partie tier 1 pour sauter à la deuxième partie, tier 2. On a vu pas mal de concepts intéressants. Et pour cette machine et pour cette vidéo, on va parler d'un concept que je trouve fascinant et d'une technologie qu'on trouve ubiquitaire dans toutes les entreprises presque. Et ça, c'est la technologie Jenkins ou le serveur d'automatisation Jenkins. Et on va parler dans un moment de c'est quoi exactement Jenkins. On va parler de Java, Remote Code Execution, et on va parler de crédentiels par défaut. Et première question qu'on a aujourd'hui, c'est What does the acronym CVE stand for? Mais avant cela, je vais lancer un scan Nmap rapidement ici, le temps qu'on répond à ces questions-là théoriques. Rust scan. Et voilà. Maintenant, on peut répondre à la première question. What does the acronym CVE means? C'est quoi ce CVE? On le voit beaucoup. Tu le vois beaucoup peut-être. Et c'est une abréviation de Common Vulnerabilities and Exposures. Ce sont tout simplement des failles, des vulnérabilités qui touchent soit le côté logiciel, soit le côté matériel. Et il y a des entreprises, des organisations comme MITRE, une organisation très connue dans le domaine de la cybersécurité, qui va donner des identifiants à ces vulnérabilités. Une fois la vulnérabilité est vérifiée, elle est standardisée avec un identifiant. Et cet identifiant, c'est généralement quelque chose comme CVI, ensuite l'année, par exemple 2023, ensuite un tiret et un identifiant unique. Ça, c'est un CVI attribué à une vulnérabilité. Et la vulnérabilité peut différer selon sa criticité. Il y a des vulnérabilités high critical, il y a des vulnérabilités qui sont medium, il y a des vulnérabilités qui ne touchent pas vraiment la sécurité ou la posture de sécurité de l'entreprise ou de la boîte. Mais l'essentiel, c'est CVE, Common Vulnerabilities and Exposures. C'est une façon de standardiser les vulnérabilités. Et le but, c'est de référencer ces vulnérabilités. OK? Si on va sur Google, on tape CVI, on va trouver pas mal de bases de données énormes qui contiennent ces identifiants, principalement l'organisation MITRE que je viens de mentionner. Si je clique dessus, eh bien, on va avoir une liste énorme de CVIs et cette base de données, elle est mis à jour quotidiennement, OK? Ça, c'est MITRE. Et si tu as un CVI spécifique que tu cherches, tu peux venir sur cette plateforme et chercher la vulnérabilité que tu veux. Il y a aussi CVE Details. C'est une autre plateforme gigantesque de CVI. Tu entres le CVI ici, ils vont te donner des statistiques, la criticité de la vulnérabilité, comment l'exploiter et comment aussi la patcher et la fixer. OK? Donc ça, c'est CVI. On va répondre rapidement à cette question. Donc c'est Common Vulnerabilities and Exposures. Avec exposure ou exposures. Parfait, avec S. Deuxième question. What do the three letters in CIA referring to the CIA triad in cybersecurity stand for? Une autre question théorique. Quand on dit CIA, c'est tout simplement un modèle
un modèle de cybersécurité qu'on utilise pour mettre en place une stratégie pour sécuriser les données. Et CIA veut dire, le C, c'est pour confidentiality, la confidentialité. Le I, c'est pour integrity, l'intégrité de l'information. Et A, c'est pour accessibility, en français, disponibilité de l'information. Donc, il y en a d'autres, mais ça, c'est un modèle classique, standard. Il y en a d'autres lettres ou d'autres concepts qu'il faut protéger. Mais le CIA, c'est la plateforme, c'est l'essentiel. Et quand on parle de CIA, c'est-à-dire comment s'assurer que seulement les personnes autorisées sont capables d'accéder à l'information, ce qu'on appelle la confidentialité. L'intégrité, s'assurer que l'information n'a pas été changée et que l'information n'a pas été altérée. Et troisième chose, c'est accessibility ou la disponibilité, comment s'assurer et veiller que les systèmes et les informations soient accessibles lorsque c'est nécessaire. OK? Donc, ce sont trois lettres très importantes dans le monde de la cybersécurité et c'est en fait un modèle qui nous aide à créer une stratégie de cybersécurité. Donc, confidentiality, ensuite on a integrity et enfin on a accessibility. J'espère que je l'ai écrit juste. Accessibility. CIA triad. Availability. Et c'est pas accessibility. C'est faux. C'est faux. Je me suis trompé. Donc, availability. Mais en français, c'est juste. Hein, c'est la disponibilité, je pense. Hein. Donc, availability. Normalement, c'est la disponibilité. On peut faire ça. On peut faire availability en français. Voilà. Je l'ai eu. Je l'ai eu en français et je ne l'ai pas eu en anglais. Donc, c'est pas accessibility, c'est autre chose. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ce mot. Donc, c'est availability. OK. Et parfait. Ça marche. Troisième question. What is the version of the service running on port 8080? On reprend notre scan Nmap. Et là, normalement, on a un seul port, comme c'est écrit ici sur RustScan, 8080 HTTP Proxy. Et là, c'est la même chose avec Nmap 8080. Et on voit qu'il y a ce service ou cette version du service JTI 9439. Je vais copier ça. Et on revient ici. What is the version? Donc, c'est celle-là. Parfait. Et rapidement, un très bon réflexe à avoir, c'est de chercher rapidement c'est quoi ce JTI 943. Surtout, en tant que pentester, on est souvent exposé à des services, à des technologies qu'on ne connaît pas. Et du coup, une recherche rapide nous donne une idée initiale sur le service qu'on est en train de tester. What version of Jenkins is running on the target? Du coup, je vais prendre l'adresse IP et je vais essayer d'accéder à ce serveur sur le port 8080 et on va voir que c'est Jenkins. Tout d'abord, c'est quoi Jenkins? Jenkins, c'est un serveur comme tout autre serveur et c'est un serveur qui est destiné au développement. C'est un serveur qui va automatiser le développement des applications écrites en Java, surtout. Et ça aide les développeurs à construire, tester et aussi déployer des applications directement de manière automatique en utilisant ce serveur. OK? Et c'est un serveur utilisé par la majorité des grandes entreprises parce que Java nous permet de créer des applications robustes qui sont performantes et qui aussi qui peuvent subir de la tension, OK? Qui résistent à la tension. C'est quelque chose de solide. Et du coup, la majorité des entreprises utilisent ce serveur pour développer ces applications. Maintenant, on a dit que c'est quoi? What version of Jenkins is running on the target? Et pour cela, je sais pas, je peux visiter rapidement le code source et je vais chercher Jenkins. On peut voir qu'il n'y a pas de version ici. Pas de version. Welcome to Jenkins. On reprend JTI.
On voit quelques vulnérabilités qui touchent cette version, parfait. Mais la question, je ne la comprends pas. Bottom right corner of the administration page. Administration page. Je suis sur l'administration page normalement. Si j'essaye admin, don't save. Je vais essayer de faire un plein écran. Non, généralement, c'est la version, elle est écrite en bas de la page, mais ici, bottom right corner of the administrative page. Et what type of script? Peut-être qu'il faut d'abord accéder à la page pour pouvoir voir la version. C'est une théorie. Mais là, si j'essaie admin, password, des mots de passe communs comme admin, eh bien, ça ne marche pas. Et si je fais, par exemple, ça c'est la partie OSINT, Open Source Intelligence, je vais voir si Jenkins a des mots de passe et des crédentiels par défaut. Default credentials. The first time you start Jenkins, the configuration is created along with the administrator user and password. The default login is admin password. Je viens d'essayer admin password, mais ça marche pas. On peut vérifier what is the default Jenkins password. Et là, on peut lire widely used open source. Parfait. How to set customized Jenkins password. Il n'y a pas de mention de crédentiel. Donc, il n'y a pas de crédentiel par défaut en fait. Parce que les crédentiels sont créés. After that, an admin user page will open where you can set up your customized username and password according to the organization requirements. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de crédentiel par défaut. Et du coup, peut-être c'est l'application ou c'est le serveur qui crée un nom d'utilisateur et un mot de passe aléatoire. Peut-être que c'est l'administrateur qui crée le nom d'utilisateur et le mot de passe comme on vient de le voir dans cette image, dans l'image précédente. Donc ici, on a installed Jenkins port 8082. Now that I start the application, I'm being asked to enter password. Voilà, donc c'est l'administrateur qui met en place le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça facilite un peu la tâche. Si l'application, elle génère un nom d'utilisateur et un mot de passe aléatoire, eh bien, ça sera un peu plus difficile de détecter, de savoir est-ce qu'il y a un pattern, est-ce qu'il y a un schéma que le serveur suit pour créer ses usernames and passwords. Et ça va compliquer vraiment le processus de brute force. Ce que j'essaie de faire, c'est tout simplement essayer de trouver une liste de noms d'utilisateurs, une liste de mots de passe. Ça sera une courte liste, hein. Ce n'est pas une liste énorme, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Et essayer de brute forcer ce champ. Je peux utiliser Hydra, je peux utiliser pas mal d'outils, mais ma méthode préférée, c'est admin. Je récupère la requête curl. Je fais F12 pour lancer les outils de développeur. Je clique sur Sign In. Et là, je vais récupérer la requête d'authentification. Donc ça, c'est la requête. Si je clique sur Request, je peux voir admin. Et là, je fais un clic droit sur la requête. Copy value. Et ensuite, copy as curl. Et cela va me donner accès à la requête curl. Donc, je vous montre. Ça, c'est la requête curl. Et j'essaye de créer un script Python qui est basé sur cette requête. Ok, j'ai déjà créé ce script qui s'appelle Bruter. Donc, tous mes scripts de brute force, je les appelle Bruter. Voilà, Py. Et cela va me donner accès à mon script. Un script très simple, Python, qui utilise la librairie request. Ça, c'est l'URL. Ça, c'est les entêtes qu'on vient de récupérer avec la requête curl. Ensuite, j'ai choisi cette word list qui contient les usernames. C'est une word list qui appartient à la série seclist. Du coup, il faut installer la librairie ou la liste, la série de seclist. Donc, avec la commande apt install seclist, cela va vous permettre d'installer cette version. Ensuite, tu peux te déplacer vers user share
seclist, ensuite usernames. Et dans usernames, tu vas trouver des listes. La liste que j'ai utilisée, c'est pas comme un stop usernames shortlist, ok? C'est une liste très courte de noms d'utilisateurs par défaut comme root, admin, ADM, MySQL, etc. Et ensuite, j'ai utilisé une autre liste pour le mot de passe. Si je me déplace vers passwords, j'ai utilisé une liste assez récente qui s'appelle 2023, les 200 mots de passe les plus utilisés. Donc, il faut mettre à jour cette liste pour pouvoir avoir cette liste. OK? Sinon, tu as une autre liste 2020, mais j'aime toujours utiliser des trucs récents. Voilà, ce sont les deux listes que je vais utiliser pour le brute force. Et ce que ce script va faire, c'est tout simplement, il va prendre le premier nom d'utilisateur. Ensuite, il va utiliser tous les mots de passe qui se trouvent ici, les 200 mots de passe. Si ça ne marche pas, il va passer à l'autre username, etc., etc. OK? On reprend le script. Donc, c'est tout simplement le concept du script. Et une fois on a trouvé le nom d'utilisateur et le mot de passe, le script va s'arrêter. OK? Donc, ça, c'est rapidement le fonctionnement du script. Il faut d'abord faire attention aux cookies. Je vais remplacer le cookie par celui-là parce que j'ai déjà utilisé ça et j'ai redémarré le serveur. Et du coup, on va copier le cookie. Voilà. Et on va le remplacer. Et on a aussi besoin de changer l'adresse IP parce que c'est une autre adresse IP. Voilà. Et comme ça, j'espère que je n'ai pas oublié un autre point. Parfait. On essaye. Donc, je suis sur cette liste. Je me déplace vers Music. Ensuite, Python Bruter. OK? Et ça commence le brute force. Parfait. Une fois il a trouvé le mot de passe avec le nom d'utilisateur root, mot de passe password, c'est parfait. Qui sont les deux très communs, très standards. Donc, je reviens ici, je fais root, password. Et normalement, error. Non, ça marche. Dashboard. Parfait, parfait, parfait. Et on trouve la version enfin ici au côté droit en bas de la page Jenkins 2.289. Je copie cette valeur. Je reviens ici sur la question et je vais la lancer. Submit answer. Parfait. Question 5. What type of script is accepted as input on the Jenkins script console? Donc ça, c'est la console Jenkins. C'est là où les développeurs vont travailler, ils vont créer, construire, déployer, tester des applications. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que testeurs d'intrusion, c'est est-ce qu'il est possible d'exécuter du code? Est-ce qu'il est possible d'exécuter du code pour contrôler à distance ou au moins récupérer des informations sensibles depuis ce serveur? Eh bien oui, pourquoi? Parce que le serveur Jenkins est naturellement créé pour exécuter des commandes de système, ok? Et du coup, on utilise un langage de programmation orienté à objet qui s'appelle Groovy, un langage comme tout langage, comme Python, comme PHP, comme Perl, et qui est destiné à interagir avec le serveur Jenkins. Et pour cela, on peut aller sur Manage Jenkins. Et là, on va trouver une section qui s'appelle Script Console. C'est une console qui accepte des scripts Groovy, comme tu peux le voir ici. Type in an arbitrary Groovy script and execute it on the server. Si tu vas sur Google et tu tapes Groovy, eh bien, ça va te donner des ressources pour apprendre ce langage de programmation. Groovy Language, et tu peux apprendre la syntaxe de ce langage de programmation, comment créer des variables, des fonctions, des objets, etc., etc., comme tout langage de programmation. Mais pour nous, les pentesters, on n'est pas là pour apprendre Groovy, on est là pour exploiter le serveur. Et du coup, une autre ressource très importante à avoir, c'est Hacktricks. Et normalement, sur Hacktricks, on peut trouver des trucs. Voilà, Hacktricks. Et là, on va chercher, soit on va chercher Jenkins, soit on va chercher Groovy. On va essayer avec Jenkins tout d'abord.
Et on a Jenkins Deserialization, non, c'est pas ça. Pentesting Web Methodology, non, c'est pas ça. Groovy, voilà, on a Reverse Shell Linux, ça c'est intéressant. Server-Side Template Injection, ça c'est aussi intéressant. Mais le plus intéressant, c'est un Reverse Shell. Et je t'expliquerai dans un moment c'est quoi un Reverse Shell. Ça, c'est un petit script qui normalement te donne accès à distance au serveur. Mais une meilleure ressource pour moi, c'est RevShell. Donc, j'ai toujours aimé cette plateforme. Si on fait Reverse Shell, ça, c'est une plateforme qui te donne accès à une multitude de shells reverse créés en différents langages de programmation. Si on cherche Groovy, voilà, on va trouver ce script. Mais avant, je vais te montrer des scripts très simples à exécuter sur ce serveur parce que le langage est simple. Pas aussi simple que Python, mais il est très simple. Par exemple, ça, c'est une commande qu'on peut lancer et récupérer des informations. C'est une commande qui va définir une variable. Et dans cette variable, on va stocker la valeur d'exécution de la commande pwd. C'est une commande système. Et vu qu'on est sur un système Linux, on va utiliser des commandes Linux. Si c'était un serveur Windows, on devrait tout simplement utiliser des commandes Windows. Et ensuite, ça va afficher avec la fonction println. Elle va afficher le texte ou la sortie, le contenu plutôt de la variable proc qui contient la sortie de l'exécution de pwd. Si je fais ls, même chose, je clique sur Run et cela va me donner le contenu du répertoire local qui est en fait le root ou le slash. Ok. Donc ça, c'est important. Si je fais ls slash, eh bien, je pourrais aussi avoir accès. Attends, ls slash, c'est pas slash, c'est slash root. Je voulais faire slash root. Voilà, on a accès au flag txt. Si je veux récupérer le fichier etc shadow, et la raison pour laquelle je fais ça, ou bien plutôt j'obtiens ça, c'est parce que le serveur web s'exécute en tant que root. Voilà le hash du root et on peut voir les autres utilisateurs et leur hash. Maintenant, ça c'est du remote code execution. On est en train d'exécuter des commandes à distance et c'est des commandes système. On peut récupérer n'importe quelle information vu le contexte de l'utilisateur qu'on utilise, mais ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir un reverse shell. Et c'est quoi un reverse shell? C'est tout simplement quand il y a un serveur. Donc ça, c'est le serveur de Jenkins qu'il est là. OK? Donc ça, c'est Jenkins. Et là, c'est notre machine Kali. OK? Et il y a deux types de shell. Le premier shell, c'est le reverse shell. OK? Il y a aussi le bind shell. Dans le cas d'un bind shell, c'est où un attaquant va ouvrir, OK? Il va ouvrir un port, par exemple le port 81 sur la cible et ensuite il va se connecter à ce port depuis la machine attaquante, la machine Kali Linux. Ça, c'est une méthode qui n'est pas vraiment conseillée. Pourquoi? Parce que souvent, dans les entreprises aériennes, il y a des pare-feux ici et les pare-feux n'aiment pas ça. Ils vont bloquer le trafic entrant et ils vont laisser seulement le trafic sortant, OK? Ou bien ils vont laisser seulement le trafic entrant sur des ports spécifiques, par exemple le port 21. Et du coup, on va utiliser ce qu'on appelle le reverse shell, dans lequel un attaquant va exploiter une vulnérabilité, comme on le vient de le voir avec le port 8080. Et ensuite, il va initier la connexion. Il va ouvrir un port ici sur Kali Linux, par exemple le port 4444. Et ensuite, il va initier la connexion depuis la machine cible. OK? Donc, dans le premier cas du bind, c'est Kali Linux qui va essayer de se connecter. Et dans le cas d'un reverse shell, c'est la victime qui va demander la connexion de la machine Kali. Et du coup, ici, le pare-feu, il va laisser le trafic passer. Pourquoi? Parce que c'est sa machine, c'est le réseau interne qui a demandé cette connexion. Et du coup, il va laisser passer cette connexion. OK? On reprend notre machine Kali. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va revenir sur RevShell. Je vais modifier l'adresse IP. Donc, c'est l'adresse IP sur le réseau VPN. C'est celle que tu vois ici. 10.10
1476. Et le port, je vais utiliser le common 4444. OK? Et je copie le script. Je reviens vers Jenkins. On n'oublie pas de créer un port local. Donc ça, c'est l'écouteur. On appelle ça un écouteur. Et on va lancer la connexion depuis la machine victime. C'est ce qu'on appelle un reverse shell. OK? Donc ça, c'est notre reverse shell. Il faut faire attention à l'adresse IP. Modifier l'adresse IP selon ton cas. Et le port, tu peux le laisser 4444. On clique sur Run. On revient sur Kali Linux ou sur le terminal et on voit qu'il y a une requête de connexion depuis la machine 223. Et c'est en fait la machine, si on fait hostname, voilà, c'est la machine Pennyworth, la machine cible. Et maintenant, je vais faire pwd, who am I, je suis root, je peux me déplacer vers root et je fais cat ls, cat flag, et voilà le flag. Maintenant, tu peux faire une mise à niveau de ce terminal, optimiser pour l'autocomplétion, pour pouvoir l'utiliser d'une façon plus efficace, mais ça n'empêche que c'est un reverse shell complet qui nous donne accès à distance complète sur le serveur distant. Ça, on n'a pas répondu aux questions. Donc, what type of script is accepted as input on the Jenkins script? On a dit que c'est le script Groovy, le langage de script Groovy. What would the string CMD variable from the Groovy script snippet be equal to if the target VM was run in Windows? C'est quoi cette question? Stand in for terminal or Windows? Oh. What would the string CMD variable from the Groovy script snippet be equal to? Peut-être cmd.exe. Ça marche, mais j'ai pas compris la question. Anyway, what is a different command than IPA? Normalement, c'est ipconfig, c'est connu. Donc, IPA nous donne les informations des interfaces réseau. ifconfig, c'est la même chose. ifconfig, dans certains serveurs Linux, on ne le trouve pas, mais on trouve IPA. Donc, c'est bien de savoir les deux commandes. What switch should we use with netcat for it to use UDP transport? Ce genre de questions, on peut utiliser netcat-i. Et pour utiliser le mode UDP, on utilise l'argument -u, c'est simple. Il faut toujours lire le manuel, OK? Si tu ne trouves pas l'information ici avec l'argument -h, tu peux aller sur le manuel et dans le manuel, généralement, tu trouves la réponse. What is the term used to describe making a target host initiate a connection back to the attacker? On a vu, quand la victime initie la connexion vers l'attaquant, c'est du reverse shell. Si c'est le contraire, on appelle ça bind shell, OK? Et enfin, on parle, c'est pas ça, on parle de flag. On va copier le flag et on le colle ici. Voilà pour ce serveur Pennyworth. Pour moi, c'est un serveur très intéressant, très adapté aux débutants aussi. On a parlé de Jenkins, Remote Code Execution. On a vu comment créer un script pour brute forcer en utilisant une wordlist pour le nom d'utilisateur, une wordlist pour les mots de passe. Il faut faire attention parce que dans cette application, il n'y avait pas de protection. Donc, on ne bloquait pas les requêtes. Et du coup, s'il y avait un blocage de requêtes, ça aurait été beaucoup plus difficile parce qu'on avait un nombre limité de requêtes qu'on peut envoyer pour trouver les crédentiels. Voilà, si tu as aimé le contenu, pouce bleu. Si tu veux recevoir une formation pour te montrer comment devenir pentester, tu trouveras le lien dans la description. C'est le premier lien, tu cliques dessus, tu trouveras un formulaire, tu entres ton email adresse et je t'enverrai le cours complet. Aussi, si tu as des questions, tu es le bienvenu. Tu peux mettre ta question en dessous de la vidéo dans la section de commentaires et on se retrouve dans la prochaine. Peace.